Shalom à toutes et à tous. Shalom Emmanuel, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions. Donc, le but de Bonjour. cette petite série d'interviews, ça va être de mettre en lumière des acteurs centraux de la communauté juive orthodoxe et de partager leurs idées sur leur domaine de spécialité essentiellement. Ça vise aussi à montrer que nous, à Yeka, on ne sort pas de nulle part, qu'on n'a pour ainsi dire rien inventé, et donc on vous présente des gens qui, pour employer une expression éminemment américaine, nous ont inspirés et plus sobrement nous ont beaucoup influencés. Donc la dernière fois, on vous a présenté Shmuel Yanklowitz, et désormais on va essayer de laisser la place principalement à des figures importantes du judaïsme francophone. Je me suis tournée vers Emmanuel Bloch, voilà le petit passage où je t'inflige ta propre biographie que tu connais déjà. Déjà parce que c'est un ami à nous, ensuite parce que c'est un Alsacien de souche, comme environ 50% des personnes que j'admire intellectuellement dans ce monde. Ancien étudiant de la yeshiva Or Sameach, donc vrai Talmid Racham, je peux en attester parce il nous a accueillis, mon mari et moi, avec sa femme Sarah et leurs 3 enfants dans leur bel appartement new-yorkais. Emmanuel Bloch est également avocat, doctorant en philosophie juive à l'Université hébraïque de Jérusalem et co-auteur du blog Moderne Orthodoxe. Tu es aussi actif sur différents sites internet portant spécifiquement sur le judaïsme, comme Academ, où on trouve plusieurs de tes cours, ou chez Ella, où tu rédiges des réponses instructives à des questions pointues de halakha. Voilà, c'est vraiment une pointure, c'est toi. Pourquoi j'avais envie de parler de la tsniout Parce que j'ai l'impression qu'on en a une définition qui est très étroite, qui est très liée aux vêtements, voire comme on le dit avec mon mari et d'autres, de manière un petit peu ironique, que c'est réduit à une question de longueur de jupe. Voilà, on a l'impression que la tsniout décrit principalement, voire exclusivement, une série d'exigences et de restrictions vestimentaires. Et je me suis assez rapidement rendu compte que ça ne correspondait pas vraiment à mes lectures des sources. Donc je me demandais un petit peu comment on passait de Ve'et Tsnuim Chochma ou de Ve'at Snea Lechet Imelokecha, donc à des références assez larges de la tsniout comme une sorte de réserve ou de modestie, à l'idée qu'il faut mettre des collants noirs en période de canicule. À moins que la chorma soit dans les longueurs de manche. Donc c'est un peu ce que tu vas nous permettre d'éclairer aujourd'hui. Donc le premier problème que je voulais je ne sais pas si c'est un problème parce que c'est quand même le sujet de ta thèse, j'ai pas précisé que ta thèse était sur la tsniout, donc c'est tout l'enjeu. La première question que je voulais te poser, c'est celle de la traduction du terme lui-même. Comment tu définirais la tsniout? Alors, il y a une certaine confusion dans le terme tsniout et cette confusion vient, je crois, du fait que le même terme est utilisé avec différentes acceptions selon les sources que l'on regarde. Et on ne se rend pas toujours compte quand nous, on prend le bagage accumulé de ces sources qui ont été rédigées à différentes époques. Mais le mot veut souvent dire autre chose selon le texte que l'on regarde. Il ne veut pas toujours dire, et au départ, il ne veut pas du tout parler de longueur de manche et de collant noir en plein milieu de l'été. La racine, le shoresh, qu'on appelle en hébreu le shoresh, Tsadi Nun Ain, existe dans la Torah. Tu as cité les deux versets principaux qu'il utilise, Et Nim Chochma Be'atznei Alechet. Et dans ces versets-là, on ne parle pas de femme, et on ne parle pas de se couvrir le corps, mais on parle de quelque chose qui est de l'humilité, de la discrétion, ne pas se mettre trop en avant. Et le mot de tsniout en tant que tel apparaît dans le Midrash et dans le Talmud, avec dans plusieurs sens et plusieurs contextes. On en parle dans le cas de comment se comporter quand on va aux toilettes, faire ses besoins, de le faire de manière. Ça, on l'a croisé là dans le Daf Yomi avec Brachot. On nous parlait Voilà, beaucoup des tsnouim, donc cette fois-ci ça s'appliquait voilà, très les bien. tsnouim sont ceux qui savent bien se comporter aux toilettes. On en parle dans le cas de relations sexuelles. Mhm. Et on en parle aussi en parlant des femmes qui doivent être tsnouot, c'est-à-dire qui doivent être pudiques à ce moment-là. Il faut dire utiliser le terme de pudeur. Mais la tsniout des femmes apparaît dans le Midrash pour la première fois. Et puis, alors on peut retracer toute l'évolution historique, mais ça nous prendrait beaucoup de temps et c'est légèrement ennuyeux. Mais de plus en plus au fil des siècles, c'est la tsniout des femmes qui est devenue prépondérante. Et à partir du XXe siècle, beaucoup en réaction à la révolution sexuelle, au fait que les femmes s'habillent de manière très libre maintenant en Occident, Certes. la tsniout des femmes est devenue l'acception par excellence. Quand on parle de tsniout sans précision, ça veut dire les femmes s'habillent de manière traditionnelle religieuse, s'habillent de manière modeste, se couvrent les cheveux, se couvrent jusqu'au coude, etc. Ça, c'est la tsniout des femmes. Mais si on veut vraiment définir le terme, il faut regarder dans chaque texte, parce que la vraie traduction dépend un peu du contexte. Donc la tsniout des femmes est un peu devenue donc la seule tsniout. Oui, Qui pour toi correspond à une réaction.
C'est ça? En grande partie, c'est une réaction, mais pas que. Je pense que si la tsniout est devenue, cette espèce de thème prépondérant dans le monde orthodoxe et obsessif, hein, pour redire les choses. Je fais le répertoire de ce qui sort dans mon domaine, des lois de la tsniout, les normes halachiques qui réglementent le corps des femmes. Il y en a plus ou moins un tous les ans, j'en ai 40 et quelques, de ces livres-là. Il y a énormément de choses. Hem, il y a plusieurs facteurs, mais sans doute que le facteur numéro un, c'est une réaction à la révolution sexuelle, une révolution au statut des femmes qui change en Occident, une volonté de contrôler, de contrôler les femmes, de les garder dans une certaine place dans le monde orthodoxe, un contrôle des femmes, une certaine objectification des femmes, marquer les limites de la communauté. Donc ça, c'est clairement le facteur numéro un. Il est de loin le plus important. On a un très bon livre de Delphine Orwiller là-dessus. Elle en parle très, très bien en tenue d'Ève. Tout à fait. Ça a déjà été très recherché. À mon sens, il y a d'autres facteurs qui jouent aussi en, en sourdine, comme une espèce de contrepoint. Il y a dans la tsniout, telle qu'elle est vécue dans le monde orthodoxe, une certaine, et c'est peut-être contre-intuitif, mais je crois que c'est quand même vrai, une certaine internalisation d'une certaine échelle des valeurs féministes, parce qu'il y a un côté égalitaire à la tsniout par rapport Ah bon? Ah ça le m'avait même pas rôle des femmes, la tsniout devient le rôle essentiel des femmes quand le rôle essentiel de l'homme est l'étude de la Torah. d'accord, d'accord. C'est-à-dire qu'il C'est-à-dire, faut occuper les femmes avec une sorte de, je sais pas comment dire, de système dans lequel, en fait, c'est quelque chose qui m'avait frappé, c'est l'impression que donc pour les hommes, il y aurait une logique donc du limoud de l'étude, dans laquelle on est sans cesse dans une dynamique d'essayer de se dépasser, d'apprendre toujours plus. Mais inversement, pour les femmes, on est dans une dynamique on pourrait dire du sacrifice. Enfin, quand j'en ai parlé avec des femmes ultra-orthodoxes, c'est un petit peu ce qui ressortait, l'idée de donner ou de brûler des vêtements qui n'étaient pas considérés comme désormais assez dans la tzniut par rapport à des standards sans cesse oui, en perpétuelle évolution, en perpétuelle augmentation. Donc tu as l'impression qu'il y aurait un parallèle entre les deux, quoi, de processus qui devraient occuper pleinement les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, la loi juive, la Torah connaît 613 mitzvot, mais dans la vision orthodoxe, il y a une mitzvah qui est la mitzvah par excellence pour les hommes, c'est l'étude de la Torah. On est toujours censé étudier plus. On n'a jamais fini d'étudier. On n'est pas censé perdre 5 minutes de son temps. Il faut pouvoir étudier. Donc, les hommes ont leur mitzvah, Uber Super, mitzvah, la super, mitzvah c'est ça. suprême. Et maintenant, ça existe depuis 40 ans ou depuis 50 ans, les femmes ont aussi leur mitzvah. On n'est jamais fini d'être. On peut toujours faire plus. On peut toujours. Il y a quelque chose, un appel vers l'infini qui existe dans les deux cas. Et j'ai des textes passionnants que je lis qui expliquent que chaque sexe a sa mitzvah. Les hommes sont, dans les visions orthodoxes, essentialistes, les hommes vont à l'extérieur et les femmes sont à l'intérieur. Et donc, les hommes qui sont à l'extérieur ont une mitzvah intérieure, la mitzvah de la Torah, qui est l'intériorité de la Torah. Ah oui. Et les femmes qui sont à l'intérieur, toujours dans ce point de vue orthodoxe où les femmes sont plutôt censées rester à la maison et s'occuper de la famille, elles ont une mitzvah en contrepartie extérieure qui protège leur corps. Et on a l'émergence d'un discours Mhm. qui donne des rôles très figés et très essentialistes aux hommes et aux femmes, mais à un certain niveau, présente les hommes et les femmes comme partenaires dans le cosmos, et les femmes, ça c'est très important de le noter parce que ça passe inaperçu, les femmes ont un accès indépendant à Dieu, au transcendant, aussi bizarre que ça puisse paraître pour nous autres qui ne sommes pas forcément dans cette optique, mais le fait de respecter la pudeur traditionnelle, la tzniut, est pour les femmes une manière de vivre le transcendant. C'est important parce que traditionnellement, la femme avait un rôle ancillaire, un fond dans lequel elle permettait aux hommes de vivre leur spiritualité. Le Talmud dit Oui, c'est ça. Oui. Nashim b'mai zachian, quelle est la source de mérite des femmes? Mm. Et le Talmud répond les femmes permettent à leur mari d'aller étudier, les femmes permettent à leurs enfants d'aller à l'école. Donc, les femmes sont celles qui permettent. Les femmes sont celles qui permettent aux hommes d'avoir leur spiritualité. Le Talmud écrit que très, très, très rarement, et les textes ultérieurs que très rarement, les femmes comme ayant un lien direct avec Dieu, pour dire ça comme ça. D'accord. Récemment, depuis l'émergence de cette obsession de l'habillement des femmes,
on a tout d'un coup une tonalité un peu différente dans la présentation du rôle de la femme orthodoxe. Je veux vraiment insister, je crois que la tzniut reste quelque chose de réactionnaire, d'oppressif pour les femmes, quand on le regarde Oui, en fait, c'est ça qui m'interpelle dans ton discours, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la tsniout émane des femmes comme réaction. Alors qu'en fait, alors tu m'avais présenté des ouvrages assez récents rédigés par des femmes évoquant la tsniout des femmes. J'en ai consulté moi-même depuis. Mais pour moi, enfin, les ouvrages principaux, ceux qu'on connaît le plus, comme Osvaldar Levoucha, c'est des ouvrages donc, très connus, très difficiles, qui sont écrits par des hommes pour les femmes. Et donc, quand tu Oui, parles d'une sorte de logique féministe interne, je trouve ça un petit peu contre-instinctif ou difficile à comprendre. c'est contre-instinctif et je veux vraiment insister que à la base, c'est clairement un contrôle de rabbins, donc d'hommes sur le corps des femmes. C'est une réaction à une forme de modernité. Donc je pense que le moteur est venu d'une volonté de préserver un certain statu quo et de contrôler les femmes, de marquer les limites de la communauté. Je crois que ça, c'est vrai. Mais ces phénomènes sociaux sont complexes et quelquefois, en marge de cette volonté de contrôler et d'objectifier le corps des femmes, on trouve curieusement un discours proto-sioniste où on s'aperçoit qu'une certaine idée de la femme comme partenaire de l'homme s'infiltre dans le discours orthodoxe. Je ne crois pas que ce soit propre aux juifs, par exemple. Si on regarde dans un certain monde musulman où les femmes n'ont pas toujours, sont pas toujours voilées la face aussi complètement que ce qu'on voit aujourd'hui, donc il y a le même processus de réaction et d'oppression des femmes, mais de ce que je peux voir dans les gens qui s'occupent du monde musulman, il y a aussi une présentation du voile comme curieusement une forme de empowerment, de donner un pouvoir aux femmes de gérer leur corps et leur vie. Euh, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ce phénomène. Je suis d'accord, mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est l'idée que la tsniout serait devenue donc une sorte d'objet autonome ou de phénomène donc comparable à l'étude. Simplement, euh, dans les textes que tu m'avais présentés, ou tu t'en présenteras peut-être quelques-uns, ou même dans certaines des sources des Lagmara, on a l'impression qu'avec la tsniout, il y a l'idée quand même d'une dépendance vis-à-vis du regard masculin, c'est-à-dire que la tsniout, c'est ce par quoi on risque de faire fauter les hommes. Donc ce serait d'emblée lié à l'autre sexe, ce que l'étude ne serait pas par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'on créerait la tsniout aussi pour ne pas, je ne sais pas, causer de mauvaises pensées, pour ne pas faire en sorte que les hommes s'égarent dans leur étude ou dans leur droit chemin. Mais il n'y aurait pas un contrepoint de ça. Donc il y a toujours un déséquilibre. Oui, il y a ce déséquilibre et oui, à la base, il y a une énorme peur des rabbins d'être distraits par des pensées impures, que la femme est perçue comme la tentatrice, comme celle qui amène l'excitation sexuelle, qui fait qu'on ne peut plus prier, qu'on ne peut plus étudier, etc. Donc tout ça, c'est certainement vrai, il faut vraiment en être conscient, mais là encore, tu lis les livres actuels qui sont écrits des fois par des femmes, il y a Mhm. des livres de Tzniut écrits par des femmes, même j'ai 2 livres de loi de la Tzniut écrits par des femmes. Oui. Euh, je reviens dans un instant pour juste terminer le point. On trouve un discours où la Tzniut n'est pas une protection. La femme ne se voile pas que pour protéger l'homme, mais pour exprimer sa valeur interne, pour exprimer sa spiritualité. C'est un nouveau discours qui n'existait pas pendant des siècles. Il est apparu à partir de la moitié du XXe siècle. Euh, il est apologétique en ce sens il vient expliquer une situation, des normes sociales qui existaient déjà avant. Donc c'est une nouvelle explication qui explique un statu quo. C'est apologétique, ça sert un statu quo, ça sert le pouvoir des hommes, je suis d'accord. Mais quelque part, l'idée de dire que la Tzniut vient exprimer la spiritualité des femmes, c'est aussi un autre message que de dire ça protège les hommes. Il y a une autre tonalité à ce discours. Ça, dans ce que tu dis, pour moi, il y a déjà une question à savoir. Quand on dit que ce sont des normes qui existaient déjà avant, c'est une question que je me suis beaucoup posée, à savoir est-ce que tout ce qui est de l'ordre des normes de Tsniout, par exemple, rajouter des collants, rajouter enfin, qui ait une certaine longueur, que la longueur de manche soit définie en termes de centimètres, l'uniformisation aussi du couvre-chef féminin,
avec l'idée qu'il y a des couvre-chefs qui sont exclus, avec la négation que historiquement il y a eu des femmes dans les milieux religieux ou très religieux qui ne se couvraient pas les cheveux. Donc on va vers une sorte d'uniformisation de la tsniout qui commence à ressembler à un uniforme, d'ailleurs le mot est employé. Oui. Le terme d'uniforme apparaît, me fait me questionner sur l'idée que ce sont des normes qui existaient déjà, voire à entendre peut-être certains de ceux qui promeuvent cela qui ont toujours existé, alors que on se demande en fait où sont les sources quand il est question de ces centimètres, de ces longueurs qu'on trouve à vrai dire pas vraiment ni dans la Gemara à ma connaissance, ni vraiment dans le Shulchan Aruch. Donc ça arrive à un moment donné et ça vient parler d'une norme et faire comme si elle avait toujours existé. Et donc je me dis, il faudrait peut-être pas tomber dans ce piège-là de supposer qu'effectivement il y avait bien une norme. Tout ça, c'est exact. Il n'y avait pas de loi comme on en a aujourd'hui. Si on prend le Talmud, si on prend le Shulchan Aruch, si on prend le grand code de loi du Maïmonide, il n'y a rien ou très très peu de choses sur les obligations d'une femme de couvrir son corps. Il y a sur le couvre-chef, Oui. de couvrir les cheveux, ça date déjà de la Mishnah dans Ktubot. Mm. Mais à la base, ça fait plutôt partie de… Quand on étudie la source dans Ktubot, pardon, c'est un effet du mariage, c'est-à-dire un signe comme une alliance pour indiquer le statut marital. Une femme se couvrait les cheveux pour indiquer qu'elle était mariée. Dans les premiers textes, on ne parle pas du tout de tsniout quand on parle des cheveux d'une femme. Oui. Mais au moins sur ce point-là, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'une femme est censée mariée, est censée se couvrir les cheveux. Tout le reste sur les centimètres, le coude, les épaules, tout ça, il n'y a strictement rien. D'accord. Le changement, la révolution, de mon point de vue, est arrivée dans fin des années 1960. Donc c'est très, très, très tard. On a 2000 ans d'écrits halachiques Mm. où on ne parle pas de loi de tsniout. On a sur 2000 ans des lois de Shabbat, des lois de Kashrut, des lois de ceci et de cela. On n'a pas de loi de l'habillement des femmes. Ces lois sont émergées dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et une des questions que j'interroge, une des questions que je pose dans ma thèse de doctorat, c'est de savoir pourquoi et comment on est passé à ce stade où on a maintenant, je crois, 41 ou 42 livres différents. Et chaque groupe orthodoxe a le sien. Hein. On a les Ashkénazes et les Sfarades et les Yéménites. Chaque groupe a son rabbin qui a écrit les lois de la Tsniout. Pourquoi c'est devenu tellement important et comment on peut créer des lois en apparence de nulle part? Ça, c'est des questions qui m'occupent au jour le jour. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire, tu me disais, par exemple, en parlant de Zvadar Levoucha, me semble-t-il, qui était une sorte de best-seller dans la communauté ultra-orthodoxe en Israël, C'est tu me le disais Harry Potter. que c'est Harry Potter, tu me disais que c'était en fait énormément sourcé. Et donc Oui. là, pour moi, il y a un paradoxe, et donc j'aimerais comprendre en fait comment on en arrive là et comment ces livres se situent par rapport à un héritage textuel qui semble finalement ne contenir que des indices ou on comprend pas bien comment on en arrive, j'en reviens toujours au centimètre de jupe, on comprend pas très bien comment on en arrive à l'idée que il y a des choses qui sont justement beaucoup dans la norme et dans l'idée aussi je pense avec la mondialisation et donc le fait que ces textes-là sont énormément diffusés, on arrive avec la création d'un uniforme et comment ça se crée en référence à des textes, puisqu'a priori, justement, le processus alarique ne se construit qu'en référence à des textes précédents. Donc c'est là que, face à l'absence de texte, que trouve-t-on? Oui. Alors, c'est relativement complexe comme phénomène. Il faut noter plusieurs choses. Un premier point, c'est que j'ai dit qu'il n'y avait rien dans le Shulchan Aruch et dans les grands livres de loi sur la Tzniut. C'est vrai. Maintenant, dans le même temps, il semble clair que les hommes et les femmes juives avaient toujours un certain style d'habillement particulier. Il y avait un habit juif qui n'était pas pareil selon les endroits, qui n'était pas pareil selon les époques, mais on arrive à voir comment une femme juive s'habillait. Il y avait quelque chose qui tenait de l'habit traditionnel. Cet habit traditionnel, ce n'était pas de la loi, ce n'était pas de la halakha, c'était une norme sociale. C'est-à-dire, on ne la trouvait pas dans les grands codes de la loi, on ne trouvait pas de description dans les tchouvot. Aucun juif n'est allé voir son rabbin au XVe siècle en disant est-ce que le coude ou pas le coude, ou l'épaule ou pas l'épaule. Il n'y a aucune discussion de ce genre-là. Mais il y avait un consensus social où il fallait s'habiller d'une certaine manière. Pour les hommes comme pour les femmes, il y avait un habit plus ou moins accepté, comme aujourd'hui on irait au bureau.
Et on sait qu'un homme doit s'habiller de telle manière, une femme de telle manière quand on va travailler, et que ce n'est pas la même manière que quand on va à la plage. Il y avait il y avait un des normes sociales sur ce qu'était l'habillement traditionnel des femmes juives. D'accord, C'était donc pas pour toi, il est évident qu'il y avait une différence entre femmes juives et femmes non juives, qui serait allée dans le sens que les femmes juives auraient été plus couvertes historiquement, ou est-ce que ça même on peut pas pas s'en assurer? même pas forcément plus couvertes. Les femmes non juives étaient très tsnout aussi à l'époque, quand on regarde les habits, les représentations, les tableaux, et cetera. Et dans le même temps, il y avait la manière dont les femmes et les hommes s'habillaient ne correspondait pas à ce qu'on peut lire de nos jours, c'est-à-dire, Rav Falk, cet auteur de Rose Vadar, a un passage où il est très embêté parce qu'il se rend bien compte qu'on a des images de femmes de rabbins d'il y a 100 ans, on a des portraits où on voit bien que les femmes des plus grands rabbins ne s'habillaient pas il y a 200 ans, comme lui le décrit dans son livre écrit en 1990. D'accord. Et il a des explications tout à fait tarabiscotées pour expliquer pourquoi à l'époque c'était pas. Une norme sociale est quelque chose de beaucoup plus vague et de beaucoup plus amorphe que la halakha. Une norme sociale, c'est euh, d'être invité chez quelqu'un. Quand on est invité pour un repas de Shabbat, on amène un petit cadeau. C'est pas codifié de savoir combien de chocolat tu dois amener ou combien de fleurs tu dois amener pour un repas de Shabbat. Tu sais que tu dois amener quelque chose parce que tu es poli, parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est pas codifié dans les ilchot cadeaux de Shabbat que tu dois amener 8 fleurs ou 15 fleurs ou 20 fleurs. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est pas précis. D'accord. La révolution des années 1960-70, c'est que cet habit traditionnel a dû être couché en termes de loi et en termes de source. Et donc, on a une transformation de quelque chose qui était norme sociale, qui est devenu halakha, strict, formel. Et quand on a cette translation d'un phénomène social du langage légal, cette transformation, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et comme tu le disais, il faut l'expliquer en termes de source. En termes de texte, il faut expliquer où c'est marqué dans le Talmud, il faut Voilà. expliquer où c'est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Toutes ces questions, parce qu'une loi, quand c'est marqué tu dois faire X ou tu ne dois pas faire Y, ça doit être expliqué en référence à des textes, alors que précédemment, c'était juste quelque chose qui se faisait parce que tout le monde le fait. Et donc, on les trouve ou on ne les trouve pas, les textes? On les invente, on les découvre. On les On les découvre. découvre dans toutes sortes. Il y a plusieurs manières de procéder. Il y a plusieurs stratégies pour expliquer en termes halachiques quelque chose qui n'est pas halachique à la base. D'accord. L'une des stratégies, je vais peut-être donner juste un exemple, il y a D'accord. plusieurs manières de justifier des normes, mais l'une des stratégies, c'est ce dont on parlait, on a un groupe de lois qui remonte euh, au Talmud, aux Amoraïm pour être précis, donc à la deuxième partie du Talmud. Des lois qui n'existaient pas chez les Tanaïm mais qui existent chez les Amoraïm, qui disent que lorsque un homme est soumis à une stimulation sexuelle, il n'a pas le droit de réciter de prière, il n'a pas le droit de réciter le chemin, il n'a pas le droit de réciter de bénédiction. Ce sont ces textes qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous sous la forme de choc be'isha erva. Voilà, d'accord. La jambe d'une femme est une erva, une stimulation sexuelle. Se'ar be'isha erva, kol be'isha erva. Ces textes sont dans le traité de Brachot, page 24a. La Mishnah, les textes du Talmud antérieur ne les connaissent pas. Ça apparaît chez les Amoraïm et on nous dit donc qu'un homme qui voit une femme partiellement déshabillée n'a pas le droit de réciter le chemin. Ça, c'est une origine. Mais alors, il faut faire très très attention que la loi parle d'un interdit Mhm. qui s'applique aux hommes Oui, quand ils voilà. sont confrontés à une femme. Donc, on a 3 points. Il faut 2 personnes. Donc, il faut un homme et une femme. Et la femme n'est pas concernée par cette loi. Ce n'est pas marqué qu'elle doit se couvrir. C'est marqué que l'homme n'a pas le droit de prier quand il est confronté à une scène de nudité partielle. Mhm. Pendant des siècles, c'est resté pareil. C'était codifié dans le Shulchan Aruch Orach Chaim 75. Et quand on a besoin de trouver des nouvelles normes, on transforme ça. Ça, c'est la grande nouveauté des années 60-70 et de la Tzniut halachique. L'interdit pour homme devient une obligation pour femme. Voilà. Une interdit de prier pour les hommes devient une obligation pour les femmes de se couvrir. Mm.
un interdit qui concerne les hommes quand ils sont face à quelqu'un d'autre, il y a 2 acteurs dans mon scénario, un homme et une femme, devient une obligation pour une femme, même toute seule. Une femme a maintenant l'obligation de couvrir son corps, et on a ce pivotement de la notion de herva. Herva était pendant des siècles compris comme une source d'interdiction pour les hommes, est devenu maintenant compris comme une source d'une obligation de kissou, de se couvrir pour les femmes. Donc, on a un phénomène de réinterprétation massive de sources anciennes pour créer de nouvelles normes, les normes de la tsniout. Et ma thèse, c'est que cette transformation n'est pas anodine, mais qu'on arrive qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire, il y a un phénomène d'extrémisation de la tsniout qu'on arrive à mettre en évidence quand on lit ces textes que je consacre ma thèse. On arrive à voir que ce n'est pas juste une explication, mais qu'après, ça sert de courroie de transmission à une tsniout qui devient de plus en plus extrême, obsessive, et dont le corps des femmes, après, doit être complètement couvert et échapper au regard des hommes et être complètement voilé de la face du monde. Tu parlais de conséquences, alors je pense que ça peut être un moment pour revenir à un phénomène qui est peut-être encore plus récent que celui dont tu parles, qui est le fait que les femmes commencent à produire des règles de tsniout pour les femmes. Selon toi, donc ça procède de quelle logique, et surtout qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est un instrument de libération paradoxale, ou est-ce que c'est une sorte de vecteur d'un discours toujours plus patriarcal, enfin, ou aucun de ces deux extrêmes? Tu peux risquer une hypothèse ici. Ce sont des phénomènes complexes. J'ai 2 livres qui ont été écrits par des femmes. Une femme qui est une francophone, Oui. une femme, je pense, marocaine d'après le nom, et donc sfarade traditionnelle, qui a écrit un livre de loi où elle explique qu'elle a fait des recherches sur des sources avec l'aide de son mari. Et un autre livre qui est écrit par une femme qui est une chassida, je crois de la Chassidut de Tzantz, mais je ne suis pas complètement sûr. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, parce que des femmes qui produisent des livres de loi, ça ne s'est jamais vu. Et quand ça existe maintenant dans nos cercles orthodoxes, Myriam, qu'on a des femmes qui sont Yoatzot Halacha, qui écrivent sur les lois de Nina, qui parlent de choses de femmes, ou des femmes rabbins, donc tu connais la situation, ben ça crée des remous, ça crée des controverses, etc. Donc les femmes qui s'occupent de loi, c'est perçu comme problématique souvent dans le monde orthodoxe. Ici, nous avons un phénomène où on a des femmes qui écrivent des lois de tsniout, et personne ne se choque et personne ne s'offusque. Et là, cette rabbinite, ou Rebbetzin Yael Zainer, c'est son nom, la chassida, a des lettres de recommandation du rabbi de Tzantz, de rabbi chassidiques qui lui ont écrit. C'est tout à fait fascinant de voir qu'elle a, comme un homme aurait eu des recommandations à Skamot du rabbin, elle, en tant que femme, a reçu des lettres du rabbi qui lui dit c'est génial ce que tu as fait. Et donc, d'un côté, on a un rôle nouveau des femmes, on pourrait dire que c'est égalitaire et féministe. D'un autre, c'est un pouvoir donné aux femmes pour encore renforcer cette objectification du corps des femmes, ce contrôle Oui. du corps des femmes. Donc c'est paradoxal. À la base, je crois qu'il faut quand même dire que ça reste un phénomène réactionnaire, conservateur, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'on donne les clés de l'écriture halachique à des femmes dans ce Oui. domaine-là, et que ça se passe, ça va bien. Je me posais une autre question, c'est celle de savoir si, dans quelle mesure ce phénomène de réaction, puisque tu parles d'un phénomène réactionnaire, est conscient ou conscientisé. Est-ce qu'il y a une reconnaissance explicite chez ces rabbinim, ou ceux qui écrivent ces ouvrages dédiés à la tsniout? Est-ce qu'il y a une sorte de reconnaissance explicite que c'est une réaction, justement? Ou est-ce que, enfin, quel est ce qui, comment motive-t-il le fait de prendre la plume sur ce sujet-là? Explicite non, implicitement oui. Explicitement non, il n'y a pas d'aveu qu'il y a un changement, qu'il y a une révolution de la tsniout. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut dire dans l'approche orthodoxe classique. La Torah est au-dessus du temps, la Torah ne change pas, la halakha ne change pas. Donc, on ne peut pas juste dire on crée quelque chose de nouveau. Mais j'ai trouvé plusieurs paragraphes dans tel livre et dans tel livre et dans des ouvrages où on se rend compte qu'il y a un malaise, et que
et que l'auteur, le rabbin dit mais ce que je fais au fond, c'est que je justifie des choses qui n'ont jamais été écrites avant. Rafal a plusieurs paragraphes où je pense que, comment dire, entre les lignes, il y a une certaine conscience qui perce que il avait, il vient juste de décéder malheureusement, il avait conscience du côté innovateur de son entreprise, mais ça ne peut pas se dire et ça ne peut pas s'avouer. C'est quelque chose qu'on perçoit en sourdine, parfois. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de point de départ qui est la déchéance des normes de Tignoud dans la société environnante. C'est-à-dire comme on voit les femmes de manière générale être de plus en plus dévêtues, nous-mêmes, Bnot Israël, devons resserrer les rangs et au contraire rajouter des vêtements pour contrer ce phénomène. Donc déjà, dans ça, il y aurait peut-être une reconnaissance explicite cette fois-ci du fait que c'est parce que les femmes ont la possibilité de se dévêtir dans d'autres sociétés, dans notre civilisation, que nous devrions vêtir au contraire. Bon, ce qui n'est pas forcément instinctivement nécessaire, mais il semble y avoir une inquiétude en fait qui sous-tend la nécessité de créer toujours plus de normes de sniout. Oui, il y a une inquiétude, une menace qui est perçue comme la menace du monde extérieur. Oui, c'est clairement, c'est difficile. Le simple fait qu'on a cette proximité temporelle entre les changements de normes dans l'Occident dans les années 60, fin des années 60, et c'est plus ou moins à ce moment-là que ces livres-là sont vraiment écrits. Donc, une telle coïncidence n'est pas fortuite. Maintenant, oui, c'est une volonté de protéger la place de la femme dans la famille, une certaine vision de la famille, une certaine vision du monde orthodoxe. Oui. Et on fait peser tout ça sur les vêtements des femmes, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors, j'ai bientôt fini de te poser des questions. Je me demandais simplement si il existait un concept ou si tu avais rencontré un concept qui serait celui de la tsniout masculine. En fait, j'ai l'impression qu'on était parti de l'idée qu'au départ, justement, ça partait d'une tsniout qui était en tout cas pas genrée ou pas explicitement féminine et que les exemples que tu donnais dans la Gemara, pour le coup, sont clairement placés dans un contexte où c'est d'hommes qu'on parle quand on parle des tsnouim. Est-ce qu'il existe toujours une tsniout masculine? Et donc voilà, ce sera mon avant-dernière question. Il y a un tout petit peu, on parle d'un tout petit peu de tsniout masculine, il y a des rabbins qui en parlent ici ou là, que les hommes aussi doivent le faire. C'est vrai que au départ, la tsniout n'était pas forcément spécifique aux femmes. Comme on l'a dit au début de cet entretien, il y avait des textes qui parlent de tsniout pour les deux sexes. Maintenant, il n'y a pas de loin pas la même obsession, il y a de loin pas le même degré d'intensité, il n'y a pas ces mêmes. C'est très strident. Quand on parle de tsniout, les femmes, toute catastrophe dans le monde ultra-orthodoxe est imputée aux femmes qui ont fait je ne sais pas quelle impudicité, quelle impudeur, qui auraient découvert quel truc. Il n'y a pas du tout le même poids qui est mis sur la tsniout des hommes. Il y a quelques rabbins qui disent que les hommes aussi sont concernés par ça. Maintenant, ça reste extrêmement déséquilibré avec la tsniout des femmes qui est très obsessive et qui est assez largement reconnue comme un champ de bataille pour l'orthodoxie, quelque chose qui est fondamental, alors que la tsniout des hommes, c'est un peu un combat d'arrière-garde que certaines personnes ont adopté, mais ce n'est pas du tout une priorité du monde orthodoxe contemporain, je ne crois pas. Et enfin, pour ne pas finir sur une note tout à fait déprimante, est-ce que tu as des éléments ou des références ou des idées simplement qui permettraient de participer à la promotion d'une vision plus saine de la tsniout, dans laquelle on ne dise pas qu'il faut congédier la notion de tsniout parce qu'elle aurait été pervertie ou simplement intégrée dans un discours purement patriarcal, mais en garder quelque chose, en fait. Ce serait ça que j'aimerais qu'on saisisse. Je crois vraiment que c'est vrai. Je crois que la notion de tsniout, qui est une notion juive qui remonte à 2000 ans, je crois qu'elle a son importance dans notre 21e siècle. Au fond, on a deux discours extrêmes. On a parlé de ces deux discours extrêmes, qui est celui du monde orthodoxe, qui fait disparaître les femmes de la vue des hommes, et qui les recouvre toujours plus. L'autre extrême, c'est autour de nous. On a une hypersexualisation du corps des femmes. Et aucun de ces deux discours, personnellement, ne me plaît. En tant qu'être humain, en tant que papa qui doit éduquer deux petites filles à participer à notre monde, je pense qu'un
une approche saine du corps et de la sexualité des hommes comme des femmes euh, peut tout à fait se réapproprier la notion de tsniout traditionnelle, mais il ne faut pas le laisser entre les mains des hommes. Je pense qu'il faut que les femmes puissent décider elles-mêmes ce qui est pudique et ce qui n'est pas pudique. Hein. Donc il faut qu'on puisse... Ah oui. euh, je crois qu'à partir du moment où on donne à un groupe le droit de décider comment l'autre groupe doit s'habiller, je crois qu'on a une situation qui est déséquilibrée et problématique. Mais je pense que garder l'idée de tsniout comme, non pas comme une halakha, mais comme une idée de moussard, comme une idée d'éthique, qu'il est laissé à la liberté de chaque homme et femme d'implémenter dans sa vie au mieux de ce qu'il ou elle peut, je crois que c'est quelque chose qui est important dans notre 21e siècle en proie à toutes sortes de polarisations. Le moussard, c'est quelque chose qui ne se codifie pas. Le moussard, c'est par exemple, tu dois être généreux, tu ne dois Mm. pas te mettre en colère. Il n'y a aucun endroit où c'est marqué les lois de quand j'ai le droit de me mettre en colère. C'est quelque chose qui doit... Ah, et les lois du Lachon Hara, alors? C'est le même phénomène que Tsniout. C'est le phénomène du moussard qui devient halakha. Et c'est problématique. C'est problématique pour la Tsniout. C'est Mm. aussi problématique pour le Lachon Hara. On peut en parler une autre fois. Ce Oui. qu'a fait le Chafetz Chaim est respectable, mais est irréconciliable avec la réalité d'une vie aujourd'hui, dans laquelle on a besoin d'avoir des historiens qui doivent pouvoir dire du Lachon Hara. On a des journalistes qui doivent pouvoir critiquer des figures politiques. On a besoin, les lois de Lachon Hara sont irréconciliables avec la vie dans une société moderne. Le Chafetz Chaim parle du monde du ghetto, de la Pologne et de la Lituanie. Et donc, ce phénomène de halachisation de choses qui étaient du moussard est problématique à bien des égards. Et c'est problématique pour la tsniout aussi. Euh, Dire que la Torah attend des hommes comme des femmes comme des hommes, qu'ils se comportent de manière pudique, sans le rendre obsessif, sans en faire un outil de contrôle des hommes sur les femmes, je pense que je pourrais me rattacher à cette vision de la tsniout. Et je pense que ce serait même important, oui, tout à fait. Et finalement, on passerait par une remoussarisation de la notion de tsniout qui sortirait du cadre vestimentaire, qui est un petit peu ce qui me posait problème dès le départ, Exactement. pour en fait se rapprocher des sources premières qui Exactement. semblaient parler d'une forme de réserve, en fait, de réserve de discrétion, qui n'était pas seulement des lois de pudeur où on a l'impression de tomber directement dans l'apparence et dans quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'accessoire. C'est ce que je porte, dit ce que je suis. Oui, On pourrait revenir à une vision plus saine. J'ai pas encore lu beaucoup de choses émanant du milieu orthodoxe, écrits par des femmes qui m'aient inspirée. Ce que j'ai préféré qui a été publié récemment en français, c'est la Tsniout dévoilée, qui est au départ du Ravenkin, donc qui au départ a été rédigé en anglais, qui est encore certes un ouvrage d'homme sur la Tsniout, mais qui commence à se rendre compte de ce phénomène de création de normes en fait très rigides, et qui est un petit peu à contre-courant en ce sens, en évoquant déjà le fait qu'il y a des normes différentes ou des normes différentes qui seraient quasiment tout aussi convenables les unes que les autres, ou simplement en laissant plus de marge de manœuvre et en n'allant pas vers le fait d'établir un seul standard unique. Et justement, il commente la démarche du Rav Falk en estimant qu'il y a quelque chose qui est allé trop loin, qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé dans la bonne direction à partir de ce moment-là. Donc je trouve ça intéressant d'avoir la réaction orthodoxe aussi à ce genre de phénomène. oui, c'est effectivement un livre qui est une réaction à Rafale, qui est de dire il faut faire une style qui soit plus modérée. De Oui. mon point de vue personnel, c'est quand même frappant que le plus grand changement qui a affecté la tsniout sur les 2000 dernières années, c'est cette halachisation, Mmh. ce qui n'était pas halachique à la base. C'est quelque chose que le Ravenkin ne remet pas en question. Le Ravenkin écrit un code de loi plus souple, plus modéré et beaucoup moins obsessif, mais ça reste un code de loi, ce qu'il a fait. Oui, mais j'ai l'impression Euh, qu'il oui. J'ai l'impression qu'il parle explicitement de ce phénomène de normativisation de la tsniout en l'accusant et du coup en produisant quelque chose qui est de l'ordre des normes à plusieurs niveaux. En disant, par exemple, il parle du couvre-chef, il dit alors tout couvrir, niveau un tel, couvrir ceci, niveau un tel. Il fait la même chose pour les manches, alors il dit alors voilà, cette norme-là, cette norme-là, cette norme-là, cette norme-là. Et sans disqualifier tout ce qui n'est pas le plus long, le plus extrême. Donc c'est vrai qu'il pourrait aller plus loin peut-être. Simplement, moi, c'est ce que j'ai lu qui m'a le moins déprimée en émanant du milieu orthodoxe.
Ouais, je suis Voilà. d'accord. Il y a de quoi se faire du souci. Heu, Bon, il est temps que les femmes se mettent à écrire, en fait, se mettent à écrire leur propre recueil de teen notes. Alors évidemment, la revanche ultime, ça serait d'en écrire pour les hommes. Enfin, ça serait d'en écrire avec les hommes pour sujet en exigeant, en exigeant de dissimuler les coups si de tu écris un livre de teen pour les émoustillés hommes, de la courtoisie. je ferai de mon mieux pour m'y conformer. Heu, Bah, pour, heu, attends que je pour, l'écrive. pour faire une justice cosmique à toutes ces femmes que Voilà, on tout à a fait. Il est subjuguées à temps l'autorité d'opprimer, masculine. les hommes à leur tour. Voilà, Heu, exactement. sur ces douces paroles, merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à toutes ces questions sur la tsniout. Donc je pense que quand tu auras publié ta thèse, tu nous feras l'honneur de publier un petit livre de vulgarisation et donc à ce moment-là, nous pourrons en faire la publicité. Pour l'instant, je ne peux que recommander aux personnes qui verront cette vidéo et qui ne te connaissent pas encore de suivre ton fil d'actualité Facebook qui donne sans cesse lieu à des discussions extrêmement intéressantes et assez enflammées. Merci beaucoup Emmanuel. Passionné, ouais. Merci beaucoup Myriam pour l'invitation. Un jour, il faudra que je fasse une interview de toi. Moi? Ah, c'est hyper Ouais, stressant. Pourquoi? ouais, Pourquoi moi? tu rends la monnaie de ta pièce. Ah là là, l'horreur.